Bonjour, ici Frédéric Lebovitch du site Revera.net, le site de l'énergétique, du bien-être, de la méditation et des soins naturels. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation sur les huiles essentielles anti-infectieuses, donc qui est un commentaire en fait autour du e-book que je vous propose de recevoir gratuitement en laissant votre mail sur le site Revera.net. Vous pouvez également suivre notre actualité sur Facebook. Alors les huiles anti-infectieuses, ça part du principe que la nature pourvoit à l'essentiel de nos besoins. Les huiles essentielles sont obtenues par distillation ou par expression des plantes, des arbres, de leur écorce notamment, des fleurs, des fruits, des feuilles, des tiges, des racines, voilà, de différents éléments qui composent les plantes que l'on trouve donc dans la nature, dans différentes régions du monde. Et en fait, la distillation consiste à faire passer de la vapeur d'eau dans ces différents éléments, les feuilles, les plantes, les fleurs, etc. Et à partir de là, on recueille d'un côté l'hydrolat, donc qui est l'eau qui est contenue dans ces plantes, et de l'autre côté l'huile essentielle. Et donc l'huile essentielle est en quelque sorte un concentré de l'ensemble des molécules qui composent les plantes. Et dans ces molécules, il y a un certain nombre d'actions extrêmement intéressantes, notamment sur le plan anti-infectieux. Donc il y en a un certain nombre qui ont été vérifiés en laboratoire et scientifiquement, et notamment dans des cliniques dans lesquelles il y a des essais qui sont réalisés pour vérifier l'efficacité de ces huiles essentielles. Et donc, dans une huile essentielle, il y a plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de molécules qui réagissent en synergie et qui ont une action tout à fait intéressante pour nous aider à résorber, voire à éliminer un certain nombre de problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien et dans notre santé. Et donc pendant ce processus de distillation, on récolte, comme je vous le disais, l'essentiel, la substantifique moelle, si vous voulez, de ce que la plante peut nous offrir. Et c'est à partir de là, et de l'analyse biochimique que l'on fait de ces huiles essentielles, qu'on arrive à déterminer quelles sont les molécules présentes. Et c'est important à ce stade d'attirer votre attention sur l'importance d'une distillation qui est faite dans des bonnes conditions. Donc les bonnes conditions, ça part déjà du fait de récolter des plantes de qualité, que la distillation soit faite au plus près et au plus proche en termes de temps de la récolte des plantes, pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Et il faut également que cette distillation soit complète, c'est-à-dire que toutes les molécules soient passées dans l'huile essentielle. Parce que vous l'imaginez, il y a des molécules qui sont plus lourdes que d'autres, qui sont donc les premières à atterrir dans le récipient dans lequel on récolte cette huile essentielle. Et puis il y a des molécules bien plus légères qui ne viennent qu'après, qui sont parfois en quantité très infime dans la plante. Or, l'intérêt d'une huile essentielle, c'est justement cette synergie entre l'ensemble de ces molécules qui nous permettent d'avoir un effet intéressant. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle une distillation complète, c'est-à-dire aller au bout de l'intégralité de la distillation. Et les huiles essentielles les moins chères que l'on trouve sur le marché, très souvent, les distillations ne sont pas complètes, c'est-à-dire qu'il manque un certain nombre de molécules intéressantes, qui même si scientifiquement elles sont difficiles à évaluer comme ayant un impact sur la santé, on constate que ces huiles qui ne contiennent pas toutes ces molécules sont souvent moins efficaces. C'est pourquoi j'attire votre attention sur le fait d'utiliser des huiles de qualité. Il faut également faire attention au fait que ces huiles soient pures, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ajout d'huile végétale par exemple, et qu'il n'y ait pas de contaminants du type pétrochimique, de façon à ce qu'il n'y ait aucun danger pour la santé. Donc le mieux pour s'assurer de tout cela, c'est de vérifier sur l'étiquetage distillation complète, et également de prendre soit des huiles bio,
soit faire confiance à des entreprises qui s'assurent de l'innocuité de l'huile et de sa qualité au travers d'une batterie d'analyse, ce que fait par exemple doTERRA avec le certificat CPTG, donc qui certifie des huiles de qualité thérapeutique et des huiles pures. C'est un exemple, hein, mais il y a d'autres entreprises qui font des choses tout à fait intéressantes, mais la difficulté c'est de trouver une marque en qui on a confiance. Donc ces huiles essentielles dont je vais vous parler, elles sont intéressantes pour accompagner un traitement médical ou éventuellement de réduire la dose de médicaments que l'on prend pour traiter les infections par exemple, ou les infections bactériennes ou les infections fongiques. Alors évidemment, il faut mieux consulter son médecin et ne pas faire n'importe quoi. L'huile essentielle n'est pas un médicament, elle ne se substitue pas à un accompagnement médical. Cependant, je rappelle que les médicaments sont faits souvent à partir de molécules de synthèse qui imitent ces molécules que l'on trouve dans les plantes et que, en toute logique, en termes de bon sens, les huiles qui contiennent donc ces molécules naturelles sont a priori au moins aussi efficaces. Pour autant, n'étant pas médecin, vous ne pouvez pas les utiliser sans un avis médical, au minimum pour établir un diagnostic précis. C'est pour cela qu'on parle d'accompagnement thérapeutique et non pas de soins. Sans oublier que la législation ne permet pas de parler de soins, sinon on ferait de la médecine sans en avoir les compétences, les qualités et surtout les diplômes. Hein. Donc j'insiste sur ce point, l'avis médical ou l'avis d'un pharmacien sont intéressants et importants. Pour autant, comme je vous le disais, il y a eu des études sérieuses qui ont permis de démontrer l'efficacité de ces huiles, de réduire, voire de disparaître les effets secondaires que l'on peut rencontrer lorsque l'on utilise des médicaments. En effet, ce sont des huiles naturelles qui n'ont pas besoin d'excipients qu'on peut trouver dans les médicaments, et l'absence de ces excipients et l'aspect naturel de ces molécules fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Cependant, il y a un certain nombre de dangers dont il faut se prémunir, et c'est pour ça qu'il faut s'informer sur les risques qu'il y a à utiliser certaines huiles essentielles. C'est aussi des éléments que je vous donnerai évidemment au fur et à mesure, et dès cette vidéo pour ce qui concerne les huiles essentielles anti-infectieuses. Parce que naturel ne veut pas dire sans danger. Hein, on connaît les champignons hallucinogènes, voire toxiques, voire mortels. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. C'est également le cas pour les huiles essentielles. Donc il s'agit de les utiliser convenablement et ne pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on a lu un bouquin, on sait les utiliser. Non, c'est un peu plus pointu et précis que cela. Et les conseils que moi je vous donne, ils font suite à des examens, à des études, à une formation sérieuse et à des lectures régulières de ce qui peut se faire avec les huiles essentielles et ce qui ne peut ne pas se faire. Les huiles essentielles sont aussi intéressantes en termes de prévention. Et c'est là, je trouve, un des grands intérêts de l'utilisation des huiles essentielles. Lorsqu'on commence à être un petit peu malade, qu'on a quelques symptômes, ou qu'on est dans un environnement qui présente des risques en termes d'infection, les huiles essentielles ont un pouvoir tout à fait intéressant. Elles sont déjà utilisées dans un certain nombre d'EHPAD, de maisons de retraite, et on en mesure l'efficacité et l'intérêt sur ce plan. Sur le plan émotionnel également, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Les huiles essentielles ont également l'intérêt de pouvoir soulager certaines douleurs, donc qui accompagnent notamment les infections et les maladies, et elles peuvent traiter spécifiquement certains symptômes. Donc, pour résumer, l'huile essentielle est un très bon allié dans l'accompagnement du soin, notamment médical, thérapeutique. Je rappelle donc que les huiles essentielles sont un concentré de molécules extrêmement actives, donc il ne faut pas surdoser. C'est très important d'utiliser de façon parcimonieuse des huiles essentielles. Une goutte ou 2 gouttes, prises à une fréquence régulière, mais pas trop souvent non plus, peuvent être extrêmement efficaces. Il ne faut absolument pas surdoser.
Et si jamais vous deviez, entre guillemets, prescrire, mais on ne peut pas utiliser ce mot-là lorsqu'on n'est pas médecin, mais si vous deviez conseiller des huiles essentielles à quelqu'un, il faut bien prendre en compte le terrain de santé dans lequel il se trouve. Quelqu'un qui a des problèmes de foie, quelqu'un qui a des problèmes de tension, quelqu'un qui a des problèmes nerveux, quelqu'un qui a une peau sensible. Tout ça doit attirer notre attention sur le fait qu'on utilise les huiles essentielles de façon parcimonieuse, notamment en les diluant, par exemple, ou en utilisant plutôt une huile qu'une autre, parce que celle-ci aura des effets équivalents sans avoir des toxicités qu'on peut rencontrer pour un certain nombre d'huiles. Donc le e-book et les vidéos que nous réalisons sur verevera.net ont pour objectif de vous donner accès à cette connaissance de façon simple, facile et de façon claire. Si jamais il manque effectivement une certaine clarté dans ce qui est expliqué dans les vidéos et dans les e-books, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour en savoir plus, demander des précisions, etc. Pour les huiles essentielles, il y a donc 3 grandes voies d'administration, 3 grandes voies d'utilisation. Tout d'abord, la voie orale, donc on peut ingérer directement une goutte d'huile essentielle sous la langue, par exemple, ou sur un support type comprimé neutre, ou de la mie de pain, ou du miel, ou de l'huile végétale. Donc il y a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas prendre de cette façon, par voie orale, mais les huiles anti-infectieuses, pour la plupart, sont très intéressantes lorsqu'elles sont prises de cette façon. Il faut aussi utiliser les huiles essentielles de la façon la plus pertinente par rapport aux problèmes que l'on rencontre. Si on a une douleur extrêmement localisée, par exemple, ça peut être intéressant de masser cet endroit avec une dilution pertinente. Si c'est un problème respiratoire ou un problème émotionnel, ça peut être intéressant de les respirer. Voilà, donc je vous ai déjà présenté du coup les 2 autres voies d'administration, donc la voie cutanée, soit pure, 1 ou 2 gouttes, soit en dilution avec de l'huile végétale. Parce que l'huile essentielle est donc une huile et c'est un corps gras et il n'est pas hydrosoluble. Il ne peut pas se dissoudre et se mélanger à l'eau. Donc il faut utiliser une huile végétale. Une huile plus une huile, ça permet une véritable dilution que ne permet pas un mélange avec de l'eau. On peut également faire attention au fait qu'il y a certaines zones qui sont intéressantes pour la diffusion rapide des huiles essentielles. Parce que le principe, c'est que l'huile essentielle traverse le derme et l'épiderme assez rapidement, puis rentre dans le sang, ce qui permet une circulation générale dans l'ensemble du corps. Il y a certaines zones qui peuvent être plus intéressantes pour une diffusion rapide. Par exemple, sous la voûte plantaire, vu que le sang remonte rapidement vers le cœur, c'est une zone intéressante pour qu'il y ait une action plus rapide. La 3e voie d'administration, c'est donc la voie olfactive, donc on appelle par aromatisation, par aromathérapie, si on veut aller dans ce genre de logique. Et la voie olfactive, on peut respirer directement au flacon. On peut également utiliser un diffuseur, on en trouve des bons et des moins bons sur le marché, sachant qu'il faut éviter les diffuseurs qui chauffent l'huile, puisque les huiles essentielles, lorsqu'elles sont chauffées, sont dénaturées. Certaines molécules ne supportent pas ou supportent très mal la chaleur. Donc diffuseur, directement au flacon, ou 1 ou 2 gouttes sur un mouchoir à côté de son lit pour dormir, ça peut avoir un effet tout à fait intéressant. Je vais faire un petit point sur les précautions importantes concernant l'utilisation des huiles essentielles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut utiliser des huiles végétales pour les diluer. Il faut également faire preuve de curiosité et d'intérêt pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur les huiles essentielles que vous avez l'intention d'utiliser, parce que leur utilisation n'est pas neutre. Et vous trouverez des informations sur le site revera.net qui va être alimenté au fur et à mesure. Autre précaution extrêmement importante, ne jamais utiliser les huiles essentielles dans les yeux, dans les oreilles ou sur les muqueuses, dans le nez par exemple, ou dans la zone vaginale, car elles sont potentiellement assez irritantes, et voire pour certaines très irritantes, et les muqueuses comme les yeux
peuvent être endommagés avec cette sensation de brûlure qui peut être très gênante. Et donc si jamais une goutte d'huile essentielle tombe dans ces zones-là, et notamment dans les yeux, il faut les évacuer avec de l'huile végétale, non pas avec de l'eau. Mettez quelques gouttes d'huile végétale et ensuite les glandes lacrymales activeront les larmes qui feront s'écouler ces huiles essentielles à l'extérieur de l'œil. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une question de sécurité comme d'efficacité, il est essentiel d'utiliser des huiles de qualité, sans adjonction de produits chimiques, de substituts chimiques, qui sont faites à partir de plantes qui sont cultivées dans des zones dans lesquelles il n'y a pas de métaux lourds, parce qu'effectivement on les retrouverait dans les huiles, ces métaux lourds, je pense notamment au cadmium, je pense notamment au plomb, je pense notamment au mercure. Tout ça, on ne doit pas le retrouver dans les huiles essentielles. Et il faut privilégier des huiles certifiées, soit avec une certification privée sérieuse, soit au minimum une certification bio. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet des huiles anti-infectieuses, je vais passer par une batterie de définitions pour que l'on sache exactement de quoi l'on parle. Donc on détermine 4 activités anti-infectieuses. Donc il y a les activités antibactériennes, donc lutte contre les bactéries, antifongiques, lutte contre les champignons, antivirales, lutte contre les virus, et antiparasitaires qui éliminent ou qui repoussent les parasites. Donc je vais revenir rapidement sur ces définitions. Antibactérien, donc une bactérie, c'est un corps pathogène, en tout cas c'est un corps, il n'est pas forcément pathogène, qui se retrouve donc dans son organisme. Il y a des milliers, des millions de bactéries dans notre organisme, notamment dans notre intestin, qui sont très importantes parce qu'elles font notamment ce travail de digestion et ce travail d'immunité. Donc les bactéries en soi, ce n'est pas mauvais. Par contre, il y a certaines bactéries qui sont pathogènes, donc qui sont nuisibles à l'organisme, ou alors il y a certaines bactéries qui sont en soi plutôt bonnes pour l'organisme, mais qui peuvent se retrouver à un endroit où elles n'ont rien à faire. Et dans ce cas-là, ça peut provoquer une infection bactérienne. Donc une bactérie, ça se transmet évidemment entre individus, mais ça se transmet aussi à partir des animaux, à partir du milieu, de l'environnement dans lequel on évolue. Parmi les bactéries, on peut citer par exemple Mycobacterium tuberculosis qui provoque la tuberculose. Pour éliminer ces bactéries pathogènes, l'organisme a déjà des réactions et des modes d'élimination, par exemple la fièvre, qui donc chauffe le corps et qui élimine les bactéries qui sont sensibles à la chaleur. Elles peuvent fabriquer des enzymes pour digérer en quelque sorte ces bactéries pathogènes, ou le corps peut également faire une augmentation de bactéries saines pour prendre le pas sur les bactéries pathogènes. Et donc les huiles essentielles, elles vont avoir cet effet de faciliter cette défense naturelle de l'organisme. Alors les molécules les plus efficaces sont les phénols, on en parlera tout à l'heure, les aldéhydes terpéniques et les cétones. Je ne vais pas rentrer dans le détail des termes chimiques, mais il y a en gros 3 grandes familles de molécules qui sont extrêmement intéressantes quant à leurs propriétés antibactériennes. Maintenant la notion de antifongique. Fongique, ça veut dire champignon ou mycose. Donc lorsqu'il y a une infection généralement superficielle qui est due à un champignon qui s'est développé dans l'organisme, qui n'a rien à y faire. Ça peut être dû notamment à de la macération, une transpiration excessive, une trop forte humidité, une trop forte chaleur, ou alors l'animal qui transmet un virus. Il y a également c'est pas des virus, ce sont des champignons. Il y a également des champignons ou des mycoses qui sont internes, comme on peut en voir lorsque l'on est souffrant du diabète. Il peut y avoir des mycoses à l'intérieur du corps, et les mycoses peuvent être également générées par un excès de stress. Donc les molécules les plus efficaces sont les phénols, les aldéhydes, les cétones, et ce sont donc des familles de molécules dont on parlera tout à l'heure, qui sont des puissants antifongiques. En matière de traitement, ou en tout cas d'accompagnement,
Généralement, on a besoin de plus de temps avec les huiles essentielles pour éliminer un champignon ou une mycose que pour une bactérie, où les choses peuvent être éliminées très rapidement. Troisième notion, antiviral. Donc antiviral, là on parle de virus. Donc le virus, on connaît par exemple le coronavirus, ou encore le virus de la grippe, le virus de la gastroentérite ou des oreillons, ou de la mononucléose. Donc ça, ce sont des virus qui sont donc transmis par les êtres humains entre eux, ou qui viennent des animaux. Et là, les virus, il n'y en a pas de bons. Un virus, c'est par nature mauvais pour la santé, c'est par nature pathogène. Et donc les réactions du corps, lorsqu'il y a une infection par un virus, ça peut être la fièvre, on peut les ressentir également par la douleur, qui sont un signal d'alarme pour dire à l'organisme « Oups, là, il y a un problème, il va falloir réagir », ou encore des problèmes cutanés. Donc il y a des molécules spécifiques qui sont efficaces pour un certain nombre de virus, et là on va détailler certaines molécules qui vont être appliquées pour tel et tel virus plutôt que pour tel et tel autre virus. Voilà. Vous voyez par exemple pour ce qu'on disait tout à l'heure sur les molécules antibactériennes, il y a des molécules qui ont une action antibactérienne à large spectre, c'est-à-dire qui vont attaquer de nombreuses bactéries. Pour les virus, c'est un peu plus précis. Il faut trouver la molécule qui va attaquer le bon virus. Dernier terme de vocabulaire, les huiles et l'activité antiparasitaire. Donc les parasites, ça peut être les puces, les tiques, les poux, ou encore les vers intestinaux. Et donc ça, ces parasites qui sont donc des organismes vivants qui contaminent le corps, humain ou animal. Et donc ça, pour les éliminer, les médicaments sont intéressants. Les huiles essentielles apportent quelque chose de différent qui peut tout à fait être efficace pour lutter contre ces parasites. Je vais maintenant vous présenter les principales huiles anti-infectieuses, donc qui ont des propriétés anti-infectieuses générales, qui peuvent être à la fois antibactériennes, antivirales, antifongiques et antiparasitaires. Donc on trouve principalement la cannelle, donc la cannelle de Ceylan ou la cannelle de Chine, qui contient une molécule, l'aldéhyde cinnamique, qui est une molécule qui est très très efficace contre les bactéries notamment, et qui a une efficacité à large spectre, c'est-à-dire qui attaque de très nombreuses bactéries. Mais attention à l'utilisation de la cannelle. La cannelle est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle provoque des irritations cutanées assez graves lorsqu'elles sont utilisées pures. Donc il faut les diluer très fortement. On recommande une dilution entre 5 et 10%, hein, c'est-à-dire par exemple une goutte de cannelle pour 9 gouttes par exemple d'huile végétale. Donc là ça fait une dilution à 1%. À 10%, pardon. Donc c'est le maximum. Une goutte de cannelle pour 9 gouttes d'huile végétale. Donc il vaut mieux mettre un peu plus. Et c'est absolument interdit pour les bébés, les femmes enceintes et les peaux sensibles. La cannelle pure. Très souvent, les huiles essentielles pour ce genre de problématique vont être faites en synergie. Donc il va y avoir des mélanges d'huiles essentielles. Et donc dans un mélange d'huiles essentielles, la cannelle sera présente de façon très légère. Hein. On va mettre de la cannelle, mais on va mettre d'autres huiles essentielles qui ont des propriétés antibactériennes ou antivirales. Et si ces huiles n'ont aucun problème d'irritation cutanée, ça permettra de diluer de façon forte la présence de la cannelle. Donc la cannelle aura son efficacité, mais n'irritera pas la peau. Autre huile essentielle très intéressante contre l'ensemble des infections, l'origan. Donc l'origan qui contient du carvacrol, qui est une des molécules les plus puissantes qui soit anti-infectieuse. Donc là, l'origan n'est pas problématique pour la peau. On peut du coup même l'ingérer, une goutte sur un sucre par exemple, ou sur du miel, ou sur de la mie de pain. Ça marche très bien. Mais il semblerait que l'utilisation de l'origan sur le long terme puisse avoir des effets néfastes sur le foie. C'est pour ça qu'on trouve dans le commerce des gélules d'origan qui sont mélangées avec de l'huile essentielle de citron, qui elle, au contraire, protège le foie. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, parce que l'origan c'est très intéressant et c'est également
en termes d'antibactériens à large spectre. C'est extrêmement intéressant, donc ce qui va être conseillé, c'est d'utiliser sur une courte période. Le maximum va être de 3 semaines. Donc si on a un problème bactérien, on va essayer de l'utiliser 1 semaine ou 2. Un problème de virus, pareil. Un problème de champignons, peut-être un petit peu plus, parce que c'est souvent plus long, mais ne jamais dépasser 3 semaines. Et ensuite, on a une fenêtre thérapeutique. On fera 1 semaine sans huile essentielle et on pourra recommencer si c'est nécessaire. Mais encore une fois, attention au surdosage. Normalement, 1 semaine avec un mélange qui contient cannelle, origan et les autres huiles dont je vais vous parler, ça devrait suffire à détruire 98% des bactéries et des virus. Autre huile essentielle intéressante, le thym à thymol. Donc chez doTERRA, c'est le thym, c'est un thym à thymol, il y a plusieurs sortes de thym, mais il se trouve que le thymol, c'est une molécule qui est également très intéressante pour ses propriétés anti-infectieuses. Autre huile essentielle intéressante, le clou de girofle, donc ou giroflier, qui contient de l'eugénol, qu'on trouve également dans la cannelle. Donc ça c'est pareil, c'est relativement toxique en utilisation pure, donc il faut éviter de l'avaler pure et éviter de la mettre sur la peau pure. Mais encore une fois, si on mélange cannelle, clou de girofle et qu'on met pas mal d'origan, plus de l'huile végétale, ça nous permet d'avoir une huile essentielle qui ne présente aucun danger. Si on devait l'utiliser pure, très ponctuellement, le giroflier, comme le thym ou l'origan, il faut en tout cas, pardon, le giroflier, il faut le diluer à 10% maximum. Autre molécule intéressante, autre huile essentielle plutôt intéressante, donc le bois de rose, le bois de haut ou le thym à linalol. Donc chez doTERRA, on va trouver ce linalol qui dans le magnolia, dans la lavande, dans le néroli et dans l'ilang-ilang. Donc magnolia, lavande, néroli, ilang-ilang, qui contient du linalol qui a une activité antibactérienne, antivirale assez intéressante, qui peut être complémentaire de ce qu'on a pu voir avec le clou de girofle, l'origan, par exemple. Autre huile essentielle intéressante, l'arbre à thé, le titri, qui est Melaleuca chez doTERRA, qui est donc très intéressante pour ses propriétés antifongiques, un problème de mycose. Le titri, c'est un des premiers réflexes qu'on peut utiliser pur, sur une période pas trop longue non plus, mais elle a également des propriétés antivirales et surtout antibactériennes qui sont intéressantes. L'amande poivrée a également des propriétés anti-infectieuses. Attention à l'amande poivrée, utilisée pure, parce qu'elle contient du menthone, qui est donc un cétone, et le cétone est neurotoxique. Donc à utiliser avec parcimonie et de préférence diluée. Après, voilà, vous n'allez pas avoir une attaque d'épiplexie si vous utilisez de l'amande poivrée une fois, mais sur le long terme, à forte dose, ça peut quand même être problématique. Donc de préférence, diluer l'amande poivrée également. Autre huile essentielle très intéressante pour ses propriétés antivirales, l'eucalyptus, le niaouli ou le ravintsara. Donc quand je parle d'eucalyptus, c'est l'eucalyptus radié ou radiata pour reprendre sa terminologie latine. Donc ça correspond à l'eucalyptus qu'on trouve chez doTERRA. On en trouve aussi dans la cardamome ou dans le romarin. Cette molécule, donc, c'est ce mélange de molécules qui sont le 1,8-cinéol, qui est un oxyde, et l'alpha-terpinéol. Et donc ces deux molécules assemblées ont une activité antibactérienne tout à fait intéressante. Donc les cétones, très attention, parce que c'est neurotoxique et une action abortive. Donc pas de menthe poivrée chez les femmes enceintes ou chez le bébé. Attention donc au dosage, donc je vais vous relister maintenant les huiles essentielles dans l'ordre de leur efficacité pour leur activité anti-infectieuse. Donc les plus efficaces sont l'origan, le thym, la cannelle, cannelle de Chine ou cannelle, le clou de girofle, le basilic, en particulier pour les problèmes de digestion. Le basilic a un problème d'infection au niveau de l'appareil digestif, on va privilégier le basilic. Le ravintsara ou le géranium, la rose, le romarin, la cardamome, l'eucalyptus, le magnolia, la lavande, néroli, ylang-ylang et en diffusion, puisque là, toutes ces huiles-là, on va les utiliser en application cutanée
ou en une application par ingestion. Donc je rappelle, hein, pour les cannelles, les diluer, pour l'origan, rajouter un peu de citron pour protéger le foie, pour le clou de girofle, diluer également. Mais en diffusion, on va privilégier les agrumes, et pas tous les agrumes. La mandarine verte, l'orange sauvage ou le pamplemousse vont avoir un intérêt en termes d'activité anti-infectieuse pour les respirer, pour soi, et puis également pour essayer de décontaminer l'air ambiant. Il y a également une recette qui est utilisée par certains docteurs et qui est très souvent mise en avant dans les livres ou sur internet. C'est un mélange d'eucalyptus radié, donc celui qu'on trouve chez doTERRA, et l'eucalyptus globulus, que lorsqu'on les utilise en diffusion, éliminerait, ou en tout cas diminuerait fortement la présence du virus de la grippe dans l'air ambiant. Donc des choses à noter qui peuvent également vous servir. Je vais vous présenter maintenant rapidement quelques synergies. Donc les synergies, c'est ce qu'on appelle un mélange d'huile essentielle. Donc pour ce faire, vous prenez un flacon vide qu'on trouve dans le commerce, dans les magasins bio ou sur internet, ou récupérez des flacons d'huile essentielle que vous avez terminés. Mais alors du coup, prenez plutôt le flacon d'une huile qui est présente dans la synergie, hein, parce que même s'il n'y en a plus de gouttes, il y a énergétiquement, c'est intéressant de garder le flacon qui a toujours cette odeur et cette énergie d'huile essentielle. Donc par exemple, si vous voulez faire un mélange eucalyptus radié ou eucalyptus globulus, prenez pas un flacon dans lequel il y avait de la lavande avant. Bon, c'est pas grave, mais voilà, ça n'a pas forcément, ça peut nuire en tout cas à l'efficacité. Donc un flacon vide voilà, un flacon vide, des pipettes. Donc on trouve des pipettes en plastique sur internet, dans les pharmacies ou dans les commerces bio, qui seraient des pipettes millimétrées, parce qu'on va compter en millilitres, 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres en général maximum, dans un flacon de 10 millilitres. Et donc pipette graduée, parce que je vais m'exprimer en millilitres. Pourquoi je m'exprime en millilitres et pas en gouttes? Parce que selon la marque de l'huile essentielle que vous allez utiliser, le nombre de gouttes pour 1 millilitre ne va pas exactement être le même. Parce que sur vos flacons, vous avez ce qu'on appelle un petit codi-goutte, donc un compte-goutte en plastique, et l'épaisseur, la largeur ne va pas être exactement le même, selon les marques. Par ailleurs, il y a des huiles qui sont plus fluides que d'autres, ou au contraire, beaucoup plus huileuses et beaucoup plus visqueuses que d'autres, et une goutte ne va pas être l'équivalent selon l'huile au sein même d'une marque. On compte généralement entre 25 et 40 gouttes pour 1 millilitre. Vous voyez, la fourchette est relativement large. Donc pour éviter des erreurs, on utilise plutôt des pipettes graduées. Donc on décapsule justement, on enlève ce codi-goutte en plastique et on plonge sa pipette graduée en plastique dans le flacon, puis on prend 1 millilitre ou 2 millilitres ou 3 millilitres. Moi, alors, ce qui est préconisé, c'est de jeter en fait ensuite la pipette. Pour des raisons écologiques et de coût, moi j'étiquette ensuite mon étiquette pour dire dans quelle huile je l'ai utilisé, et j'utilise toujours la même pipette pour toujours la même huile. Voilà, comme ça évite également des mélanges et des altérations d'huile. Donc avec ces deux éléments-là, vous pouvez, donc des pipettes graduées et des flacons vides, concevoir un certain nombre de synergies. Donc je vais vous présenter maintenant quelques synergies. Rapidement, alors il y en a d'autres qui feront l'objet d'éventuellement d'autres vidéos ou d'autres e-books. Il y en a une qui est recommandée par Dominique Baudou, qui est le fondateur de la marque Pranarome, qui est une des grandes marques et un des pionniers, on va dire, dans l'huile essentielle en France, avec Valnay, qui conseille notamment pour la grippe un mélange de Ravinzara à hauteur de 6 ml, 2 ml de laurier noble et 2 ml de palmarosa. Donc 6 plus 2 plus 2, ça nous fait 10. Ça nous fait donc d'autres flacons de 10 ml. Et donc on l'utilise comment? Et ben on met 10 gouttes 8 fois par jour pendant 3 jours, dès les premiers symptômes chez l'adulte. 5 gouttes diluées à 50% pour les enfants, 6 fois par jour pendant 3 jours. Et 2 gouttes diluées à 20%, 6 fois par jour pendant 3 jours pour les bébés. Donc je répète, 10 gouttes 8 fois par jour pendant 3 jours pour l'adulte, 5 gouttes diluées à 50%, donc vous prenez dans votre main 5 gouttes d'huile végétale, 5 gouttes de notre synergie, 6 fois par jour pendant 3 jours, et pour les bébés, vous pouvez l'utiliser à raison de 2 gouttes
dilué à 20%, c'est-à-dire que vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle, puis vous mettez 8 gouttes d'huile végétale, 6 fois par jour pendant 3 jours. Donc quand on dit enfant, c'est généralement de 30 mois à 10 ans. Quand on dit bébé, c'est à partir de 3 mois jusqu'à 30 mois. Parce qu'avant 3 mois, il faut être extrêmement prudent. Et même pour les bébés jusqu'à 30 mois, il faut être prudent. Donc la dilution, si vous voulez diluer un petit peu plus que ça, voilà, ça aura toujours un effet intéressant. Je peux vous proposer pour également la grippe, de l'huile végétale de macadamia, 4 ml, du ravinzara, 2 ml, du tea tree, 2 ml, et du lemongrass, 2 ml. Donc je vais répéter, huile végétale, j'ai dit macadamia, ça peut être une autre, mais macadamia a un effet anti-infectieux en soi, donc c'est intéressant. Donc une huile végétale, 4 ml, ravinzara, 2 ml, tea tree, 2 ml, et lemongrass, 2 ml. Et là, c'est 5 gouttes 2 à 4 fois par jour pour l'adulte, qu'on peut utiliser soit directement en l'avalant, soit en massant, par exemple sous les pieds, sur le thorax ou dans le haut du dos. Pour lutter contre les courbatures, lorsqu'on a une grippe, il arrive qu'on soit un peu courbaturé, on peut utiliser de l'huile végétale de millepertuis ou une autre, mais la millepertuis a un côté antidouleur qui est intéressant. Donc 4 ml d'huile végétale, 2 ml de Golteri couché, 2 ml de romarin à cinéole et 2 ml de genévrier. Alors la Golteri couché a une molécule qui s'appelle le salicylate de méthyle, qui est la même molécule qu'on trouve dans l'aspirine. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie à l'aspirine, ne pas utiliser de Golteri. Pour le romarin à cinéole, donc il y a du 1,8 cinéole dedans, prendre une huile de qualité, parce que le 1,8 cinéole trafiqué peut provoquer des crises d'asthme, notamment. Donc, très attention à la qualité de l'huile. Donc, je répète, huile végétale 4 ml, Golteri 2 ml, romarin 2 ml, genévrier commun 2 ml. doTERRA propose également une synergie qui s'appelle OnGuard, qui contient du clou de girofle, de l'écorce de cannelle, de l'eucalyptus, du romarin et de l'orange. Donc vous voyez, clou de girofle, cannelle, eucalyptus, romarin, ce sont 4 huiles que j'ai citées dans ma présentation. Et il rajoute de l'orange pour un effet apaisant en termes d'odeur. Et puis également pour diluer la girofle et la cannelle qui sont dermocaustiques. Donc là, il y a un dosage qui ne présente a priori aucun danger pour la peau et qui peut être utilisé en interne et en massage. Le OnGuard de chez doTERRA. Voilà pour cette petite vidéo. Petite, elle a duré une bonne quarantaine de minutes quand même. Donc sur les huiles essentielles anti-infectieuses. Donc dans le e-book que je vous propose de recevoir gratuitement sur le site revera.net, j'indique quelques autres synergies pour les angines, pour les gastro-entérites, pour les mycoses. J'en présenterai d'autres également sur le site internet revera.net dans quelques temps. Et n'hésitez pas à poser des questions et à inviter vos amis à visiter mon site internet revera.net. Merci beaucoup et à très bientôt.